Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 en ce vendredi. Nous sommes le 23 juillet, j'espère que vous allez bien et profitez bien de cette belle journée, une nouvelle fois ensoleillée un petit peu partout en France. Et ce week-end ça va un peu se gâter, sauf si vous êtes du côté de Marseille évidemment. Tout comme nous, on y sera la semaine prochaine, on vous en dira plus. Au programme de cette émission, dans un instant, notre invité, histoire de faire le point sur la situation sanitaire catastrophique en Tunisie. Monsieur le consul de Tunisie à Marseille sera avec nous dans un instant sur France Maghreb 2. Pegasus, le scandale de ce logiciel espion israélien, à qui la faute ? Justement, aux fabricants ou aux utilisateurs ? On se posera la question. Le débat est ouvert avec vous au 01 40 33 9000. Et puis, le variant Delta va-t-il empoisonner, gâcher nos vacances ? Et on vous donnera quelques éléments de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Vous allez voir que c'est assez hallucinant, avec un tour de vis signé Olivier Véran à 5h du matin concernant le pass sanitaire à l'hôpital. Réponse tout à l'heure les amis, avec aujourd'hui, pour m'accompagner, Nadia Cherif qui est avec moi. Bonjour Nadia. Bonjour à tous. Comment ça va Nadia ? Très bien. Nadia Cherif, prof de yoga également et investie dans différents projets également, chère Nadia. Tout à fait, associatif, fracture numérique, gestion du soutien scolaire et cours en éloquence. Tarek Mami nous rejoindra dans quelques instants sur France Maghreb 2, ainsi que Tarak, ça va être dur pour moi, Tarak Sassi, qui est lui prof de catch, premier catcheur franco-tunisien. Il sera avec nous tout à l'heure sur France Maghreb 2 dans quelques minutes. Restez bien avec nous, le quiz bien entendu, et monsieur le consul dans un instant, ne bougez pas, tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en ce vendredi 23 juillet, ravi d'être avec nous avec Nadia Cherif qui est avec nous et Tarek Mami parce que le vendredi c'est Mami. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans un instant on sera avec monsieur le consul de Tunisie à Marseille. Oui, tout à fait, monsieur Saïfeddine Benflis. Voilà, qui sera avec nous pour faire un petit peu le point sur ce qui se passe évidemment en Tunisie, catastrophique bien entendu, mais on en reparlera. Et surtout, c'est ce qui se passe en France en termes de solidarité. Et à Marseille. Oui, et ça c'est bien ça. Par contre, il y a de la solidarité, ça c'est très bien. Soyez les bienvenus en direct sur votre radio France Maghreb 2. Il ne manque plus que Tarak Sassi qui prend beaucoup de place, mais bon, vous allez voir. Il va falloir qu'il choisisse un autre jour que le vendredi, je vais lui dire. Tarek. Oui. Ah oui. Pourquoi ? Pas de confusion. Non, vous inquiétez pas, Tarak. Oui, non, vous ne connaissez pas ce prénom. Non, en fait c'est Tarek en tunisien, mais en algérien ou marocain, il est Tariq. Et Ça s'appelle Tarek. Ça, Tarek comme moi, T-A-R-E-K. Exactement. Parce que c'est la traduction de l'arabe tunisien Tarek. Voilà. Alors, en Algérie, on dit Tariq. Au Maroc, on dit Tariq. Donc, ils mettent un I. Mais le Tarek, je sais pas d'où c'est sorti. Voilà, ça existe, j'ai appris. Non, mais c'est beaucoup dans en fait la personne qui transcrit la première fois le prénom. Comment s'appelle ton fils ? Et quand vous aurez d'accord, Tarak. Et les parents qui connaissaient pas, après ça glisse. Exactement. Il faut voir des fois des prénoms, les Abdel, tous les Abdel, qui sont, cher Christophe et cher Nadia, les 99 noms de Dieu. Oui. Les Abdel disparaissent. Et puis, il faut voir comment ils écrivent les Hakim, le Mariam. Des fois, je dis, qui c'est qui a écrit ça comme ça ? C'est une question de phonétique. J'ai une sœur qui s'appelle Myriam. Et à l'écrit, ils ont écrit Mariam alors que c'est Myriam. Voilà. Et c'est juste une question de phonétique. Oui, tout à fait. Et de celui qui transcrit. C'est comme, j'ai une fille qui s'appelle Sophia. On a fait le choix de faire avec PH, Sophia. Et j'ai vu d'autres, c'est S-O-F-I-2-Y-A. Ah oui, j'ai vu ça. Ah, c'est original. Sophia. Ouais. Parce qu'en arabe, on dit Sophia. Bon, alors, faut courir. Ouais. En italien aussi, on dit Sophia. Oui, mais on écrit avec PH-IA, comme Sophia Loren, la tunisienne italienne. Ouais, mon épouse, elle s'appelle Hakima, ils ont oublié le H. Voilà. Et Hakim. Alors, Hakim, il n'y a jamais de H. Ouais. C'est le H muet, Hakim. Ou Hakima. Il commence toujours par le A. Mais ça, c'était les parents pour punir des enfants, pour les envoyer en classe. Non, même pas, c'est que c'est le premier prénom, c'est lui qui passe le premier. C'est vrai. Nous, on rajoute toujours un Z pour passer derrière et écouter ce que les autres disent. Non, mais il y a un problème, c'est qu'à l'époque, c'est vrai que beaucoup de parents ne savaient pas lire et écrire. Oui. Et lorsqu'ils allaient à la mairie pour déclarer l'enfant, lorsqu'ils sont nés en France, ils disaient...
Akima ou et puis il l'écrivait un peu comme il voulait, l'état civil. Tout à fait. Et voilà, du coup, il y a eu des petites surprises. Alors, il y a d'autres, moi j'ai vu, qui ont changé la façon d'écrire leur nom à 20 ans, 25 ans quand ils sont rentrés à la fac. Et là, ça devient, j'allais dire, folkloresque. C'est pour garder j'allais dire, l'origine, mais pas la même prononciation. Donc, on voit pas à l'écriture que c'est plutôt arabe ou c'est plutôt truc. On dit, c'est peut-être turc, c'est peut-être d'Azerbaïdjan. Ouais, c'est ça. Allez. Christophe, ils ont mis le H quand ils ont écrit le premier jour ou pas? Ah oui. Ah bon? Oui. Sinon, ça serait, comment on prononcerait Christophe sans H? Ça ferait bizarre. Ah bah j'en sais rien. Ah bah si, c'est pareil. Voilà. Ouais. J'en sais rien du tout. C'est que... Mais il y a eu une époque où on disait que le PH devait se transformer en F. Oui, tout à fait. Ici. Ouais. Alors, Tarek est arrivé, si quelqu'un peut aller lui ouvrir. Voilà, Tarek Sassi. On va lui envoyer Nadia, c'est mieux. Voilà, Tarek Sassi qui nous rejoint dans un instant. On sera avec monsieur le consul de Tunisie à Marseille. Et puis pour vous annoncer aussi que la semaine prochaine, cher Tarek, France Maghreb 2 se délocalise pour fêter ses bonnes audiences et pour souhaiter un bel été à tous les Marseillaises et Marseillais qui nous écoutent. Et de plus en plus d'ailleurs sur le 93.8. Vous avez vu un petit peu comment il est beau? Oui. Voilà, Tarek Sassi. Mais bon, il est plus large que moi, mais je suis plus grand que lui. Ça va rattraper. Salut Tarek. Bienvenue en direct sur France Maghreb 2, prof de catch. Non, on va le mettre là parce que comme il est grand, il prend de la place. Voilà. non, c'est pour la hauteur du micro surtout. Voilà. Donc Tarek, les audiences sont tombées hier. Oui. Elles sont satisfaisantes pour France Maghreb 2. Oui. Là, c'est au patron de radio que je m'adresse. Oui, tout à fait. Donc, en fait, on a, comme dans tous les métiers, quand vous êtes patron d'une boîte, vous essayez de sentir l'air du temps et de faire et d'espérer que ce que vous faites récompense en quelque sorte. Et là, on est content. Parce que on s'installe, on ne dit jamais définitivement dans n'importe quel métier, mais on s'installe première radio franco-maghrébine à Marseille et dans la région PACA. Et c'est une satisfaction extraordinaire parce que Marseille a un auditoire non pas particulier mais classique et qui écoute certaines musiques, certaines thématiques. Et nous, on est venu donc essayer d'amener la vision globale que nous avons sur une radio nationale et pas sur une radio locale. Donc Marseille est très important pour nous, mais Marseille, c'est à côté de Bordeaux, de Toulouse, de Paris, de Lille, de Dunkerque et d'ailleurs. Et donc on est satisfait qu'on arrive en première position en tant que radio franco-maghrébine et on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette ville. Et puis on a explosé nos compteurs à nous, en tout cas du côté d'Orléans. Ah oui. Ça. On a quoi, triplé l'audience là? Presque un peu plus parce que on était à moins 1 point, on est pratiquement à 3 points. Donc on a triplé plus un truc. Et sur le reste, bon, c'est stable. Mais la satisfaction vient des commentaires des camarades ou des collègues directeurs qui m'ont appelé ce matin. Parce que le sondage d'hier et depuis maintenant 2 ans est dans ce qu'on appelle une tendance baissière. C'est-à-dire que le Covid et la non-écoute de la radio dans les voitures a fait beaucoup baisser les chiffres. 1 million d'auditeurs en moins. 3 millions en 2 ans. C'est énorme. 2 millions la première année Covid. 1 million cette année. Et nous, donc, on se maintient et on progresse. Et puis, peut-être précision, pas pour les auditeurs, mais pour nous, techniciens, nous sommes sur des villes moyennes et nous en sortons. Donc, moi, je salue d'abord toute l'équipe de la radio qui a été là depuis septembre de l'année dernière, avec un excellent mois de Ramadan, avec des retours de satisfaction. Après, donc, nos fournisseurs, parce que France Maghreb 2 est peut-être une des rares radios qui fonctionne au quotidien avec tous ses fournisseurs. Le matériel, les afficheurs, ceux qui fournissent les micros. Donc, dans cette radio, aujourd'hui, on a créé une famille, une équipe, et tous ceux qui viennent ici se sentent chez eux et ne sont plus simples chroniqueurs. Je souhaite la bienvenue à Tara qui arrive et à d'autres. Merci beaucoup. Donc ils vont se sentir de plus en plus chez eux. Et à certains moments, ils disent qu'est-ce qu'on peut faire, je suis disponible tel endroit, tel truc. Donc c'est ça en fait. Oui, il peut être garde du corps, Tarek. S'il y a besoin. Non, il n'y a pas besoin. J'en ai marre qu'on me discrimine à mon physique. Je suis venu ici apporter ma voix et mon âme. Voilà, c'est excellent. Et moi, je le dis à Christophe, d'ailleurs, au début, quand on ne connaissait pas, c'est Christophe, dans la vie, on n'est pas obligé d'utiliser les gros mots et d'insulter les gens pour leur dire qu'ils ne sont pas bien.
On peut utiliser d'autres mots et ça passe. En tout cas, bravo à vous, Christophe, puisque vous êtes l'une des voix de cette radio qui l'attire vers le haut avec tout ce que vous faites. Merci à vous, Tarek, pour votre confiance. Voilà, moi, je viens que le vendredi, une fois par semaine. Je suis pas là tous les jours. Mais vraiment, je remercie toutes les auditrices et tous les auditeurs. Et puis, on a une application qui marche des tonnerres. Ouais. Et cette année, on apparaît, alors, ce qui est extraordinaire, c'est sur les radios, les villes où on diffuse en DAB, c'est-à-dire en numérique. Il n'y a pas encore beaucoup de radios, mais les gens les écoutent quand même. Et surtout, on apparaît, je crois, dans 5 ou 6 villes, me dit Mediahead, où nous n'avons pas d'autorisation et nous faisons de beaux chiffres. Bon, l'application est dans le site, etc. Voilà, espérons que l'année prochaine, on restera sur cette lancée. Et on fera mieux. Et qu'on fera mieux. Évidemment. Parce que... faut toujours faire mieux. Voilà. Alors ça, oui, c'est la phrase qu'on recevait, même quand on avait 17 à l'école primaire, plus que dans le secondaire. Il dit très bien, mais peut mieux faire. Donc nous, on va pas... ça, j'avais souvent cette appréciation. Voilà, bon, on va pas faire très bien, on va... Moi j'avais moyen, moi. On a toujours bien, peut mieux faire. Donc on va garder le peut mieux faire. On va accueillir notre invité. Donc, on n'a pas cité M. Benabla, Mme Loucham, Carole Latifa, Didier Nabil, Mediahead, Youssef, Fauzi, Gamal, et tous ceux qui au quotidien fassent Maxime, François, et pour ne pas oublier Jean-Jacques, tous ceux qui au quotidien nous poussent et nous soutiennent pour que ça marche mieux. Bon, alors, on va espérer que ça marche mieux pour un pays que nous avons tous dans notre cœur, qui s'appelle la Tunisie. Et nous recevons monsieur le consul de Tunisie à Marseille qui est avec nous. Bonjour monsieur le consul, bienvenue sur France Maghreb 2. Bonjour. Bonjour à vous monsieur le consul, bienvenue encore une fois sur France Maghreb 2. Monsieur Christophe, merci pour l'invitation à la radio de France Maghreb 2. Fréquemment, j'écoute à cette radio surtout quand je suis conduit dans la voiture, donc je me déplace. Quand je me déplace, je mets donc votre radio. Donc vous faites un travail excellent et je vous salue. Voilà. Allô? Consul? Allô? Oui, vous m'entendez? Voilà. Alors, par la même occasion, je présente mes félicitations pour tous les Tunisiens, les musulmans de France, pour donc à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Adha. Donc, je souhaite à tous nos concitoyens tunisiens, qu'ils soient en bonne santé, voilà, et toute façon, donc, on essaye de faire une contribution dans le cadre de l'élan de solidarité avec la Tunisie. Surtout maintenant, nous sommes en pleine crise sanitaire du Covid. Donc nous sommes mobilisés pour subvenir aux besoins de la Tunisie, pour aider un petit peu les hôpitaux tunisiens et les populations tunisiennes qui se trouvent actuellement dans une situation un peu délicate vu la crise qui sévit en Tunisie. Voilà. Absolument. Alors ma première question, ensuite je laisserai mes camarades et Tarek Mami principalement vous poser des questions. Ma première question. C'est Tarek Mami aussi, c'est un ami, donc je salue. Il m'a visité au bureau depuis quelques temps. Voilà. Donc. Bon, très bien. Bonjour, monsieur le consul. Alors, monsieur le consul, il y a eu un appel de solidarité lancé par l'ambassade de Tunisie, mais aussi auprès des différents consulats basés en France. Est-ce que l'appel à la solidarité fonctionne bien? Est-ce que les Tunisiens résidant en France et leurs amis participent à cet élan de solidarité absolument extraordinaire pour aider justement les hôpitaux tunisiens, pour aider les malades en Tunisie qui évidemment, on vit une vraie crise sanitaire et qui plus est aussi une crise économique en Tunisie, ce qui n'arrange pas grand-chose. Oui, effectivement, l'élan de solidarité ou bien l'appel de solidarité qui a été lancé par notre ambassadeur à Paris, Monsieur Mohamed Karim Jamoussi, que je salue. Donc, effectivement, il a donné ses fruits. Effectivement, il y a eu donc 2 avions qui ont été affrétés, qui ont déjà collecté les dons sanitaires, vers la Tunisie. Effectivement, au niveau du consulat général à Marseille, nous avons essayé de contribuer à cet élan de solidarité. Nous avons reçu pas mal de matériel, surtout les masques
différents types de masques, tout ce qui est équipement sanitaire en général, quelques concentrateurs d'oxygène, mais pas beaucoup, mais vous savez que même les concentrateurs d'oxygène ne sont pas très disponibles sur le marché français parce que vu la demande sur ces appareils, ce genre d'appareils, effectivement, nous essayons également de mobiliser une contribution des dons pécuniaires pour le compte courant qui a été ouvert par notre ambassade à Paris pour les dons pécuniaires. Et nous avons l'agence de la TF Bank, le Tunisian Foreign Bank, l'agence de Marseille, donc qui travaille très bien et voilà pour orienter les Tunisiens, et même c'est pas uniquement les Tunisiens, il y a des Algériens, il y a beaucoup de les Français, les amis de la Tunisie, ils ont contribué et continuent de donner leur contribution. Nous avons ouvert également l'espace la Maison de Tunisie, donc qui se trouve à côté du consulat, donc une partie du consulat, donc pour recevoir les dons. Donc la campagne marche très 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 bien et effectivement nous avons également même des dons de calibre. Effectivement, je viens de recevoir un appel d'un Tunisien qui réside à Montpellier et qui est capable qui est disposé ou bien pour donner un don de 500 000 masques, donc c'est presque un conteneur de 40 pieds pour la Tunisie. Également, nous avons reçu une offre de don du monsieur le maire de Marseille, monsieur Benoît Payan, le maire de Marseille, qui m'a appelé et pour l'acheminement d'un don de 1,2 million de masques, et dont 100 000 FFP2. Des masques, également des équipements, des respirateurs, des appareils concentrateurs d'oxygène, etc. Donc plusieurs. Il y a beaucoup de matériel. Voilà, donc c'est un travail collectif, effectivement, des autorités locales, les consulats, l'ambassade, les associations et les citoyens. Oui. Voilà. Monsieur le consul, il y a aussi, il faut qu'on soit transparent évidemment sur France Maghreb 2 ici avec les auditeurs. On nous a rapporté pas mal de problèmes d'acheminement. Qu'en est-il aujourd'hui? Pour l'acheminement et la question de la transparence, c'est une question très importante et nous veillons à assurer une transparence parfaite. Tout d'abord, le consulat ou bien l'ambassade ne reçoit pas directement les dons pécuniaires. Il y a un compte spécial qui a été ouvert, géré par la banque, la TF Bank, là où il y a la traçabilité. Chaque donateur, il reçoit un reçu en contrepartie du don qu'il a offert, que ce soit pour les dons pécuniaires, ou bien gérés par la banque, ou bien les dons en nature qui chaque citoyen qui vient, donc on lui délivre, on lui donne un reçu de don et même une lettre de remerciement pour le don qu'il a accordé. Pour l'acheminement du matériel, il y a deux types. Soit le matériel, soit il y a des gens qui souhaitent envoyer le matériel qui est dedans à certaines régions, par exemple une certaine région de la Tunisie, ou bien des hôpitaux, ils spécifient donc la destination. C'est pas grave, donc on peut faire la coordination avec le ministère de la Santé, mais avec le TSS également, avec la CTN pour l'acheminement du matériel. Mais effectivement, la campagne qui a été lancée par notre ambassade et même à la suite de l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Kais Saïd, pour la mobilisation de la Direction générale de la santé militaire, c'est pour un peu faire vite les choses, parce que vous savez, ça demande beaucoup de temps et le fait de collecter le matériel. C'est plus rapide d'avoir un seul interlocuteur et de faire accélérer le processus. C'est pour cette raison que nous encourageons même les donateurs à faire le don directement à la Direction générale de la santé militaire. Et nous sommes disposés à aider dans ce sens, effectivement, la CTN qui se trouve à Marseille. Nous avons un bureau à Marseille, CTN, et le consulat général. On travaille donc d'arrache-pied pour
un peu l'acheminement du matériel. Effectivement, nous avons même des transporteurs tunisiens qui sont disposés à envoyer le matériel gratuitement. Très bien. Voilà. Ça, c'est une chose que je salue. Effectivement. Monsieur le consul, c'est une chose que vous avez précisé, vous avez bien fait de le faire. J'ai une toute dernière question. Vous savez que la Tunisie est passée placée donc en rouge par la France. Beaucoup de Tunisiens quand même ont tenu à partir pour différentes raisons. D'abord pour soutenir leur famille, la population sur place. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui veulent absolument partir en vacances en Tunisie? Vous les encouragez? Quel type de discours vous avez à leur égard? Voilà, merci pour la question. La question est pertinente. Tout d'abord, un conseil, c'est de faire le vaccin, la double dose, que ce soit Pfizer ou bien Moderna ou bien les autres vaccins disponibles. Donc ça, c'est un avantage ici en France que le vaccin est disponible. Donc le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de quand même faire attention. Bon, peut-être s'il a une possibilité d'acheter un concentrateur d'oxygène, il peut donc l'envoyer en Tunisie. Il peut même, il y a une gratuité de passage pour la CTN ou bien pour CTN c'est bateau, c'est grand, mais pour Tunisair, c'est une gratuité qui a été accordée pour les gens qui souhaitent amener quelques équipements médicaux pour l'utilisation familiale, c'est-à-dire pour leurs parents, etc. Ça, c'est une bonne chose. Au lieu de donner d'autres cadeaux ou bien des choses, chocolat ou bien des bonbons, ou bien, il donne par exemple des masques. Il donne par exemple un oxymètre pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang. C'est très important. C'est quelque chose comme ça. Les masques, les masques oxygène ou bien un concentrateur, c'est très recommandé. Voilà, donc, et troisièmement, il faut faire attention, la distanciation physique. Toujours, il faut pas oublier que le vaccin ça peut aider à éviter, par exemple, une situation un peu critique de réanimation ou bien d'hospitalisation, oui. Mais ça n'empêche pas donc la contamination. Donc les vaccinés toujours ils peuvent être contaminés à tout moment. Il faut faire attention. Il faut garder la distance. Il faut pas se paniquer. Donc la Tunisie est belle. Ils peuvent voyager en Tunisie. Ils peuvent passer un bon séjour en Tunisie, tout en gardant la distanciation physique et les mesures barrières, en respectant les mesures barrières, que ce soit pour l'aller en Tunisie, pour le départ ou bien le retour. Voilà. Tarek Mami. Vous avez tout dit, cher Christophe et Monsieur le Consul. Désolé. vous m'avez pas laissé des questions. Oui. Je vais juste poser une question. J'allais dire humaine, Monsieur le Consul. Est-ce que vous avez été surpris de cet élan de solidarité des Tunisiens de France, de leurs amis et de beaucoup d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec la Tunisie? Est-ce que cet élan vous a surpris? Moi, personnellement, c'est tard. J'étais pas surpris de l'élan de cette réponse rapide et spontanée des Tunisiens. Ça va de soi, les Tunisiens. Mais j'étais j'étais très content d'avoir cette spontanéité de la part, par exemple, de nos confrères algériens. Mais ça va de soi. Vous dites que voilà, il y a toujours mais effectivement, des amis de la Tunisie, des Français, même des étrangers qui se trouvent ici en France, ils nous ont contactés. Et même les téléphones ne s'arrêtent pas. Donc les appels, on reçoit des appels, des appels, beaucoup d'appels pour un peu poser la question, pour voir ce qu'ils peuvent faire pour la Tunisie, pour aider, etc. Donc un grand merci à tous nos amis, à tous nos concitoyens et nos frères, les Algériens, les Marocains, toutes les communautés qui se trouvent ici en France. Et voilà, donc nous sommes à la disposition de tout le monde pour aider la Tunisie et acheminer le matériel dès que possible, parce que maintenant la population souffre et nous sommes en période en guerre course contre la montre et une guerre contre l'épidémie, contre cette pandémie qui ne réserve personne et qui n'épargne personne. Donc voilà,
Merci beaucoup pour cette. Je ferai deux commentaires. Cette invitation voilà. à la radio. Justement, alors, je suis à votre disposition. Je ferai deux commentaires et c'est pas des questions. La première, c'est que dans ce marasme, il y a quand même deux bonnes nouvelles. C'est que il y a des bateaux de la CTN qui partent pratiquement tous les 2 jours vers la Tunisie, qui amènent donc tout ce matériel et les Tunisiens qui souhaitent rentrer. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que et la deuxième, pas bonne nouvelle, monsieur le consul, je vous le dis tel que vous me connaissez maintenant, je vous le dis tel que je pense, c'est que Christophe n'aura pas le plaisir de vous interviewer la semaine prochaine à Marseille, soit le matin, soit l'après-midi, parce que vous partez pour des obligations administratives, mais nous serons à Marseille, donc toute la semaine prochaine, et j'espère que la prochaine fois que l'équipe de France Maghreb 2 partira à Marseille, pourra donc vous recevoir, ou vous pourriez les recevoir directement dans vos bureaux ou dans les studios de France Maghreb 2 à Marseille. Avec plaisir, monsieur Christophe. Moi, je suis toujours ravi d'avoir des contacts avec des professionnels, des gens comme vous et comme France Maghreb 2. De toute façon, vous pouvez me rejoindre si vous êtes, on peut même, et si vous souhaitez me contacter, vous avez mon téléphone tout à fait. WhatsApp, oui. Donc vous pouvez m'appeler. Vous pouvez laisser un message, peut-être même je serai disponible si je serai disponible. Merci, monsieur le consul. Il y a peut-être Tarak. Monsieur le consul. Dernière question de Tarak Sassi, qui est d'ailleurs le premier catcheur franco-tunisien, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, qui est avec nous, chroniqueur dans le NGF, qui a une question à vous poser, Tarak. Monsieur le consul, Erid Mabrouk. Merci beaucoup. Alors, monsieur le consul, moi je suis très content de l'ambassade, des services du consulat, parce qu'ils sont d'une honnêteté, d'une clarté réelle, que ce soit sur Pantin ou ici sur Paris. C'est notre devoir. À Marseille, j'ai jamais eu l'occasion de connaître vos services. À Nice, c'était mon père, donc moi j'étais à l'extérieur. Par contre, ce que je vois, c'est que à côté de ça, il y a plusieurs associations qui se greffent à votre action et qui sont malhonnêtes. Que fait-on contre ça quand il y a du matériel qui est envoyé en Tunisie, qui servent à de la commercialisation et à d'autres services pécuniers, quand on sait qu'aujourd'hui, en plus, la Tunisie possède les meilleurs hôpitaux de l'Afrique, qu'on se retrouve dans cet état-là, que la corruption a fait que les Tunisiens de l'étranger, dont je fais partie, dont moi-même j'ai subi, fait qu'ils ne peuvent plus investir ou travailler en Tunisie. C'est ce qui manque aujourd'hui, parce que si on arrivait à ces situations-là, c'est qu'il y a une principale maladie qui est au-dessus du Covid, c'est la corruption. C'est Qloub Neten à la fin ma Tunis. Alors est-ce qu'on peut juste résumer qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça et surveiller ça pour concentrer la récupération des dons et la livraison à la bonne destination. Voilà. Très bonne question, monsieur le consul, allez-y. Voilà, la réponse est simple. Ravi de votre connaissance. Et de toute façon, on n'a pas de choix. Il faut continuer à travailler. Il faut exiger la transparence. Il faut passer par le canal du consulat, parce qu'il y a pas mal d'associations qui essayent d'envoyer le matériel sans passer par le consulat, sans vérifier le matériel. Parfois, le matériel c'est pas un matériel qui est nécessaire, ou bien il n'est pas dans un état donc d'utilisation. Parfois, il est vétuste. Parfois, ça c'est une question. Deuxième chose, c'est il faut faire la procédure avant l'envoi, pour éviter le blocage du matériel au niveau de la douane, donc ça, il y a des mesures sanitaires, il y a des mesures douanières, etc. Donc, on facilite, en tant que consulat général, on facilite ces choses. Troisième chose, c'est que le consulat général ou bien l'ambassade, c'est une garantie pour la traçabilité et pour l'arrivée du matériel à sa destination finale. Moi, personnellement, à Marseille, j'exige des attestations, même des photos, même pour vérifier que le matériel est déjà installé dans tel établissement, tel hôpital. C'est très important. Et même le ministère de la Santé, il fait un effort
exceptionnel pour faire ce qu'on appelle l'inventaire des dons qui ont été envoyés. Ça, c'est une question très sensible, et même ça, quand il y a suffisamment de crédibilité et de transparence, ça peut encourager plus les gens à envoyer les dons. Et même ici, au niveau de Marseille, par exemple, nous avons écrit à l'APHM, par exemple, les hôpitaux de Marseille, pour recommander quelques associations, pas plus, 2, 3 associations qui sont crédibles, qui ont les moyens logistiques pour faire l'acheminement du matériel, qui ont effectivement une crédibilité, qui ont une réputation, une bonne réputation auprès des autorités. Donc ça, c'est une garantie. Finalement, en réponse à la deuxième partie de votre question, concernant l'épidémie, vous savez, il y a des pays européens comme l'Italie, la première vague, vous vous souvenez de l'Italie. L'Italie a beaucoup souffert. C'est un pays développé, a des moyens énormes, et même la Tunisie a envoyé même deux avions militaires pour aider l'Italie pendant la première vague. Donc ça peut arriver. C'est pas une question d'un petit pays ou bien des moyens, un pays à revenu intermédiaire, ou bien non, toujours. Même les États-Unis, même les grandes puissances ont beaucoup souffert pendant les premières vagues de Covid. Et maintenant, la solution, c'est deux choses. Le vaccin, il faut généraliser le vaccin, et je lance un appel à nos amis français, et même merci pour la France, pour le président Macron, qui a envoyé des vaccins, je crois 1 million de doses, et voilà, le vaccin et les équipements de ce sanitaire, c'est-à-dire tout ce qui est masque, tout ce qui est gel hydroalcoolique, et troisièmement, la distanciation physique et la sensibilisation de la population. Ça demande une vigilance, ça demande beaucoup de campagnes de sensibilisation. Et donc nous sommes troisième vague, peut-être la quatrième vague va venir. Il faut s'apprêter, il faut préparer le terrain dès maintenant pour ne plus être dans une situation aussi difficile que celle que nous vivons. Merci, monsieur le consul, d'avoir répondu à nos questions. Monsieur le consul de Tunisie à Marseille. Merci. À très vite, monsieur le consul, et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'invitation, et je vous souhaite bonne journée et bonnes vacances. Merci à vous. Qui souhaitent partir en vacances. Voilà. Effectivement, et en Tunisie, bien sûr. Merci. Au revoir, monsieur le consul, à bientôt. Bon, ce qu'il faut retenir de cette interview, c'est très important, c'est qu'en fait, et la question était très bien posée par Tarek aussi, si vous voulez que le matériel arrive à bonne destination, il faut mieux se rapprocher des instances consulaires. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur le consul, sur les consuls, sur l'ambassade, sur les centres socio-culturels tunisiens qui sont aussi régis par l'ambassade. Je salue mon ami Slim Moussa qui est rentré en contact avec mon ami Rania justement pour l'envoi de plusieurs cartons de médicaments. Et c'est sur ce sens-là qu'il faut y aller. J'appelle aussi les Tunisiens qui vivent au Canada francophone, vous qui avez une très très bonne situation aussi à aider la Tunisie. J'appelle à tous les Tunisiens d'Europe, peu importe votre pays, parce qu'on sait que vous êtes tous francophones, à y aller. On a des gens qui ont réussi en Allemagne, on a des gens qui ont réussi en Suède, en Angleterre, partout. Ne tournez pas le dos. Après, il faudra reconstruire notre Tunisie pour éviter que ce genre de situation et de tragédie continue. Et il va falloir mettre la main à la pâte. Tarek, quelque chose à rajouter à ce que vient de dire Tarek ? Non. Et c'est vrai qu'il y a un gros problème. On le voit aujourd'hui. Il faut le dire, franchement. Vous savez qu'on n'a pas la langue de bois ici. Il y a un énorme problème de corruption ici aujourd'hui en Tunisie. Énorme. Il faut le dire. Non, mais c'est qu'en Tunisie. Non, c'est pas qu'en Tunisie, bien sûr, Nadia, tu as raison. Mais là, aujourd'hui... Non, mais le problème, si vous voulez, c'est quand vous êtes, comme dirait Mandela, invectus, c'est-à-dire responsable de vous-même. Quand vous avez une crise, vous essayez d'élaguer
tout ce qui est autour de la crise pour régler la crise. Non, mais il y en a qui disent que la révolution n'a servi à rien. Non, mais je suis le premier à vous expliquer qu'en Tunisie, il n'y a pas un président, mais 3 présidents. Donc, pas de pilote, mais 3 pilotes. Un avion dont personne n'a la clé pour la faire démarrer. Donc, ça, je peux vous en parler des heures. Mais aujourd'hui, ma principale préoccupation, c'est le citoyen tunisien de base qui meurt dans les hôpitaux. Dans des situations catastrophiques. Dans le corps n'est pas donc levé pour être enterré dans les 24 ou 48 heures, alors que dans la tradition religieuse et culturelle, il faut qu'il soit enterré le même jour. Et moi, ma préoccupation aujourd'hui, c'est de m'assurer que les spots que nous diffusons sur France Maghreb 2 et que les aides que nous collectons indirectement en le faisant envoyer soit à des associations honnêtes, parce qu'il y a aussi beaucoup d'associations honnêtes. Nous avons reçu le docteur Mohamed Ghanem la semaine dernière. Et il y a une autre association dont... Tu étais en colère, docteur Adam. Ah oui, tout à fait. En colère parce que du matériel s'est arrivé et il n'est pas arrivé à bon port. Après, il y a une autre association qui s'appelle le Derive. L'essentiel, c'est qu'il faut aujourd'hui éviter ce qu'on appelle en tunisien les knatriya, ce qu'on dit en algérien le trabando. Ce sont des gens qui vivent... Et en marocain, on dit quoi? Trabando aussi. C'est pas... Là, il y a Trabando, un Tunisien, il dit Knatria, et ce vient de la contra, qui est un terme italien utilisé en Tunisie en 1920, c'est-à-dire le contrebandier en italien, c'est la contra. Bon. Et aujourd'hui, il faut qu'on travaille tous pour que le matériel et l'argent collecté aillent là où il doit être, donc les hôpitaux et le sud et l'ouest de la Tunisie qui sont les régions les moins bien fournies en hôpitaux. Donc j'allais dire, et j'en termine 5 secondes, Christophe, je suis conscient de toutes les préoccupations et de toute la corruption, mais je dis, si je vais parler de ça, je vais perdre le temps et ne pas envoyer les aides à ceux qui les méritent. Dans un instant, le quiz, un petit peu, on est un petit peu en retard aujourd'hui, on va parler de Pegasus, ce logiciel israélien dont tout le monde parle en ce moment, et puis on parlera évidemment du variant Delta et le coup de vis de Olivier Véran ce matin à 5h du matin. On vous expliquera ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. On a débattu évidemment du pass sanitaire. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en ce vendredi 23 juillet. J'espère que tout le monde va bien. Bonnes vacances à toutes celles et ceux qui vont partir en vacances, profitez-en bien. Et puis bon courage à ceux qui restent, on sera là aussi pour vous accompagner. N'oubliez pas, c'est très important, avant de partir en vacances, de télécharger l'application France Maghreb 2. Vous pouvez écouter la radio sur la plage, sur votre serviette. Peut être sympa ça quand même comme décor. Nadia Chérif est avec nous, Tarek on lui a pas laissé le temps de parler. Et Tarek Babi. On va se taire pendant la deuxième heure. Hein. Non, oui, t'inquiète pas. J'ai pas la maîtrise, mais j'écoute. Oui, elle écoute. Peut-être qu'elle va... Alors, dans un instant, on va aussi vous informer un peu de ce qui va se passer à Marseille la semaine prochaine. Mais avant tout, évidemment, on n'en oublie pas le quiz. C'est notre petit moment détente après avoir été très sérieux et en rappelant à tous les Tunisiens résidant en France et à leurs amis, et le consul le disait d'ailleurs il y a quelques instants, bravo aux Algériens, aux Marocains aussi qui participent à cet élan de solidarité. Le Maghreb parfois peut être uni, et on le voit, c'est un exemple concret et formidable en tout cas. Donc il est important de se rapprocher des services consulaires, de l'ambassade et de quelques associations, vérifier avant, mais il y en a quelques-unes d'honnêtes qui font bien le travail pour approvisionner et récupérer le matériel, et surtout qu'il aille à bon port. C'est ça le problème, qu'il aille à bon port et qu'il profite évidemment aux hôpitaux qui en ont besoin. C'est vrai que la Tunisie dispose des meilleurs hôpitaux d'Afrique, et quand on voit ce qui se passe, on se dit mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mais bon, on espère que ça va s'arranger, Inch'Allah khir comme on dit, et que la Tunisie, ce beau pays, puisse s'en sortir par le haut. On l'espère en tout cas, et puis une grande pensée à toutes ces personnes disparues, beaucoup trop, dans un pays, petit pays qui s'appelle la Tunisie, qui a été ça fait la moitié de la France quand même. Il va falloir arrêter de dire que c'est un petit pays. Oui, non, mais en termes de population, je parle. Je vais m'insurger, je vais vous poursuivre en justice. En tout cas, voilà. Alors, je sais pas où est-ce que vous voyez Chartarak, la moitié de la France en termes de territoire. La Tunisie ne doit pas faire l'Alsace-Lorraine et la Savoie. Hein. Non, mais attendez. En superficie, quand même. On est quand même à la moitié de la France. C'est quand même plus grand que l'Autriche. C'est quand même plus grand. Non, mais
l'Autriche, ok. On est même plus grand que Palestine, Israël, réunis comme dit l'autre. Ça dépend laquelle. Voilà. Non, mais j'ai dit réunis, je les mets tous les deux dans le même sac, ou le Liban. Mais bon, la France, on est quand même, Tarek. Sinon, on va dire qu'on est plus grand que l'Algérie, on a un territoire aussi, hein. Bien sûr. Tant qu'à faire. Voilà, bah, évidemment. Voilà. Voilà ce que ça fait quand on laisse deux Tarek discuter. Voilà, c'est ça. Voici le quiz. Le quiz. Avec mes petites questions qui ont tout en rapport avec le 23 juillet. Il y a pas mal de sports d'ailleurs dans le questionnaire aujourd'hui. Bah, les Jeux Olympiques, il paraît qu'ils ont commencé. Peut-être que Tarek dira un petit mot tout à l'heure. La flamme s'est rallumée. Je sens que je vais encore perdre. Ah, mais non, t'inquiète pas. On est en 1945, mes amis. Début du procès de quel maréchal devant la haute cour de justice? En France, Pétain? Oui, Pétain, pour la collaboration avec collaboration de ce gouvernement avec l'État allemand. Ouais. C'est évidemment Pétain. Alors, une anecdote de 5 secondes. Moi, quand j'ai fait mes études de droit et Sciences Po, on a terminé les études sur le droit constitutionnel fin décembre sur 39. Et puis on rentre début janvier et on nous parle de 46. Et moi qui connaissais pas à l'époque, je lève la main, je dis professeur, ben vous avez sauté 6 ans d'histoire constitutionnelle. Ouais. Il m'a dit non, ça monsieur, c'était pas la France, c'était l'État français. Ah ok, j'ai été chercher et j'ai compris. Donc voilà. Premier point pour Tarek Mami. Question cette fois-ci à 2 points. Première victoire de quel coureur cycliste français au Tour de France en 1978? C'est son premier Tour de France qu'il a gagné. Ah oui, c'est comment il s'appelle, celui qu'on a gagné 5 ou 6. Ouais. Non, Polidor, il est belge. Toujours deuxième. Et il est belge, il est belge, il est pas français. Eno ou un truc comme ça? C'est pas Eno? Si, c'est Bernard Hinault. Effectivement, bonne réponse, mon cher Tarek. Je vais Tarek. encore me faire mettre à l'amende. 3 points pour notre ami Tarek Mami. Attention, question à 3 points cette fois-ci. Je cherche, et là j'étais assez surpris d'ailleurs, je ne savais pas personnellement. Un chanteur français, il est né en Belgique en 1953. Bah, c'est Johnny? Non, pas du tout. Laisse la question. Et le titre, pour vous donner un indice, je suis Rital et je le reste. Adamo. Non. Non. Merde, putain. Je vous laisse 3 tentatives. Et une première tentative, allez-y. Je suis Rital et je le reste. Oh merde. Et je savais pas. D'ailleurs, je pensais qu'il était italien. Moi aussi. Mais c'est un Belge. C'est un chanteur français né en Belgique. Né en Belgique. Voilà. Alors mettez un i à la fin. Il a même été mêlé à un scandale lié au Front National sur une chanson qui s'appelait La France aux Français, qui était rattachée à une comédie musicale. Alors, vous avez trouvé Barzotti. Claude Barzotti. Bonne réponse. Je connais sa chanson par cœur en plus. Je suis Rital et je le reste. Bon, en tout cas, voilà, 3 points, 3-3. Attention. Question cette fois-ci à 2 points. Je cherche un athlète français. Ça tombe bien, on est en plein voilà, Olympiade. Un athlète français, spécialiste d'ailleurs du 400 mètres haies. Il est né en 1969. De qui s'agit-il? Diagana est une bonne réponse, Tarek Mami. Bravo, Stéphane Diagana, spécialiste du 400 mètres haies. Je le vois encore devant mes yeux courir et sauter là. Ah oui. Question à 1 point cette fois-ci. Drame. C'est un drame qui est survenu en 2018 et qui a fait 90 morts et 148... L'avion? Non, pas du tout. 148 blessés dans des immenses feux qui ont frappé quel pays européen en 2018, vous vous rappelez? Feu. Oui, des feux. La Grèce, bravo Nadia. La Grèce, effectivement, il y avait des immenses feux et ça avait fait un terrible drame. 90 personnes sont mortes et 148 blessés dans ces feux, dans ces incendies. Dernière question. Question à 1 point. Quel coureur cycliste est le premier à avoir gagné à 5 reprises consécutives le Tour de France en 1995? Il est espagnol. Ah oui, on l'a déjà fait. Oui. On l'a déjà fait la semaine dernière, celui-là. C'est ça, oui, mais c'était lui, mais là c'est une autre question, bien sûr. Il avait gagné pour la 5e fois le Tour de France de manière consécutive. Alors vous pouvez consulter Hash Google là? Non, moi je dirais juste Claude Barzotti. Non, c'est pas lui. Non, c'est ma seule réponse. Non. Bernard Hinault. Non, espagnol. Moi j'arrive pas à retenir son nom en fait. Miguel. Oui, mais voilà, j'arrive pas à retenir Miguel son comment nom. J'arrive pas à retenir son nom. Qui c'est qu'il avait donné d'ailleurs la semaine dernière? Je sais plus. Farid Tabsani. Peut-être. Miguel Enduren.
Ouais. Et voilà. Bon, victoire de notre ami Tarek Mami. Bravo, mon Tarek. Bravo. Mais on peut pas rivaliser avec tant de connaissances. Ah non. Ouais. Vous avez les connaissances. Quel faux cul, lui, ça y est, il commence. Bon, alors les amis, on va parler de ce scandale qui a fait l'objet de beaucoup de débats et même d'un conseil de défense hier organisé par le président de la République. Ce logiciel israélien Pegasus, qu'on a J'ai l'impression qu'il y avait une compagnie de voyage. C'était Pegus ou un truc comme ça. C'est une compagnie turque, Pegasus. Oui, un truc comme ça. Ce nom existe et c'est une espèce de couleur bleue. Je vois le dessin à peu près. Et je pensais pas que c'était. Alors, ce Pegasus, qui est un logiciel israélien, qui aurait, parce qu'il faut en parler conditionnel, puisque le Maroc a démenti toute participation, enfin d'avoir espionné la France et quelconque pays d'ailleurs. Ils ont démenti en bloc. Mais la question qu'on a envie de vous poser est peut-être un petit peu différente de ce qu'on peut entendre partout. À qui la faute finalement? Est-ce aux fabricants israéliens donc, ou est-ce aux utilisateurs potentiels? Parce que bon, faut pointer des guillemets, parce que d'ailleurs je crois que l'avocat du Maroc a dit qu'il n'hésiterait pas à poursuivre tous ceux qui continuent. Ça y est, il a déposé plainte hier en donnant 10 jours au consortium de journalistes pour amener les preuves qu'ils détiennent. C'est ça. Alors, cette affaire, qu'est-ce qu'elle vous évoque, chère Nadia Nadia Sherif? Moi, comme tout le monde, j'ai une opinion et en plus j'ai des origines marocaines, mais j'ai envie de dire... C'est bien de le préciser. Oui, quand même. Après, on va dire que je suis parti pris. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, quel est le pays qui n'utilise pas diverses sources, et je ne suis pas en train de dire que le Maroc a utilisé le logiciel ou a le logiciel en sa possession, mais tous les pays, Mitterrand avec les écoutes, Sarkozy... Sarkozy, lui, Paul Bismuth ou Sarkozy? Non, c'est Bismuth, lui, il a acheté un téléphone pour avoir un téléphone de secours. Là. Mais j'ai juste envie de dire que ça a toujours été officieux. Ça a toujours été officieux. Ouais. Et aujourd'hui, on s'offusque. Et ça va passer à la trappe dans une année. L'affaire Snowden, Voilà, et on parlera d'autre chose. Et quel est le pays qui ne se défend pas, et surtout aujourd'hui où ce type d'information est très très facile à obtenir? Vous savez, on a traité Kadhafi pendant longtemps de fou. Et Kadhafi, dans une conférence de presse, il a montré le petit téléphone Nokia de l'époque. Et il a dit, moi je vous donne un conseil, vous voulez vivre libre, indépendant et tranquille, n'achetez jamais de téléphone dont la batterie est incrustée. Vous achetez vos téléphones avec les petites batteries et quand vous avez des histoires à raconter, vous démontez, vous mettez la batterie à l'entrée et votre téléphone et là vous êtes tranquille. Ouais. Mais sauf qu'on a changé d'air depuis. Non mais ça n'a pas changé. Moi je connais beaucoup de personnes et de personnalités qui ont 2 téléphones. Ils ont le petit téléphone tranquille pour appeler leurs femmes, leurs enfants, leurs trucs. Et là, il y a pas de smartphone. Et d'ailleurs, tous les fabricants de smartphones anglais, américains, interdisent à leurs enfants d'utiliser les smartphones. Ouais, c'est pas un hasard. Alors, Tarak, quant à Pegasus, en fait, c'est le nom d'un préfet, jurisconsulte Rome, qui était très curieux, très espion, quoi. Tarak, l'affaire Pegasus. Qu'est-ce que ça t'évoque, évidemment? Est-ce que finalement c'est le fabricant israélien qui propose ce type d'outils pour espionner donc les téléphones? D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a même des tutos pour savoir si ton téléphone est concerné et apparemment ça peut se faire. Ils peuvent te rentrer dans ton téléphone sans que tu t'en aperçoives. C'est extraordinaire. Voilà, j'ai pas essayé. Peut-être que je le suis et peut-être que Tarek Mami l'y est aussi. Je sais pas. En tout cas, qu'est-ce que ça t'évoque, Tarek, cette histoire? Le fait quand même que Macron prenne ça au sérieux puisqu'il a organisé un conseil de défense sur cette affaire. Oui, mais il organise des conseils de défense pour les masques, il organise des conseils de défense sur tout. C'est vrai qu'on en a plus de 70 là. Et au final, nous qui habitons en France, on n'est pas vraiment défendus. Moi, ce que je vais dire, parce que je ne vais pas faire le spécialiste, je ne vais pas faire l'homme qui connaît parfaitement cette affaire, le Maroc a aucun intérêt à être mêlé à cette affaire. Le Maroc est un pays ami de l'Union européenne et de la France, en particulier avec tous les Marocains qui vivent en France, qui travaillent en France et qui vivent très très bien. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on a tous les éléments en fait pour créer des tensions. Le logiciel israélien, donc automatiquement, voilà, on va repartir encore sur des histoires abracadabrantesques, comme dirait Jacques Chirac. Et puis bon, la France qui est espionnée, le pauvre Macron, il a un forfait Lika mobile qui peut pas faire protéger. Et puis le Maroc, le méchant Maroc, comme d'habitude, le méchant Maroc qui espionne, qui surveille. Et j'ai plus l'impression,
et là c'est ma conscience de maghrébin qui parle, qu'on donne encore plus d'outils pour continuer à déstabiliser la région du Maghreb, à empêcher que la région du Maghreb, ça veut dire Algérie, Tunisie, Maroc, Libye, se développe, sortent et plutôt que de développer des travailleurs étrangers, développent des touristes. Moi c'est ça que je vois en fait, je vois encore un scandale pour déstabiliser une région qui travaille, qui fait des efforts justement pour réussir. Et moi personnellement, je suis avec le Maroc de tout cœur et je crois le gouvernement marocain dans ce qu'il dit. Et c'est contre-productif parce que le Maroc et la France ont toujours bien travaillé et la preuve en est récemment, la France a déjoué des attentats grâce à des informations marocaines. Bedaoud, il a été livré par le Maroc, on s'en souvient. Donc c'est un contresens et le Maroc n'a pas besoin de ça, je pense. Et puis, alors moi je prends un peu le Tarek Mami. Je prends un peu le contre-pied, non pas pour dire que le Maroc a fait, on n'a pas fait. Je dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu en général, et que le Maroc a dû se trouver dans une espèce de conglomérat qui utilise tout ça, et quand il y a une espèce de crise ou de gros problème, on lâche le maillon faible. Bien sûr. Et le maillon faible, il suffit que des services marocains, parce que moi j'aime pas les Marocains d'ailleurs, mais les services ou l'État, aient participé à quelque chose pour défendre ses intérêts, notamment vis-à-vis de l'Algérie, du Sahara. Et puis quand ça commençait à sentir mauvais, les autres disent c'est moi, c'est pas moi, c'est un tel, c'est le Maroc. Et d'ailleurs au Maroc, on désigne même le nom d'une personne qui est le patron de la sécurité marocaine, et on dit c'est lui, donc personne truc. Et ce qu'on a constaté, et ça la presse française n'en a pas encore parlé, en tout cas pas beaucoup, c'est que des membres de la famille royale marocaine ont été plombés, comme on disait dans les années 73, que l'un des téléphones du roi du Maroc lui-même a été plombé. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué qu'un État qui donne l'ordre de trucs. Ça ferait l'arroseur arrosé, quoi. Non, mais un peu plus grave. Parce que quand les Américains ont écouté Mitterrand, pas Mitterrand, mais Hollande. Et Merkel, il n'y a pas eu mort d'homme, comme dirait... c'est même celui qui l'a dénoncé qui a été ennuyé, même. Voilà. Et ils se sont tus alors qu'ils ont été écoutés. Donc c'est la règle du jeu, j'allais dire. Vous savez, il y a un mot extraordinaire en arabe pour l'espion. Dans la littérature arabe classique, l'espion, on l'appelle l'œil, l'aïn. Et donc, au lieu de dire aujourd'hui envoyez vos espions en arabe jassous, aujourd'hui, on dit envoyez vos rouyoun. Et ce sont les yeux que truc. Donc, ça vient du début de l'humanité. C'est pas nouveau tout ça. J'aimerais quand même préciser aussi que la France, qui aujourd'hui se met en posture de victime, bien sûr, c'est pas la championne parce que les champions là-dedans, c'est quand même les États-Unis et il y a aussi la Chine, bien sûr, Israël. Mais Israël, sans l'aide des États-Unis, ne pourrait pas être aussi puissant. Ça, c'est clair. Ça, il faut le dire. Ouais. La France aujourd'hui, qui est là en train de faire la victime, il faudrait se rappeler que OSS 117, ça a beau être un film d'humour, on en rigole, mais il y a une réalité d'espionnage français, d'intrusion français en Tunisie, en Algérie, dans beaucoup de pays. Est-ce que vous savez quel est le premier pays du monde qui a inventé les détournements d'avions? Je vous écoute. La France. En 1957, qui a détourné l'avion qui est parti du Maroc pour aller à Tunis, dans lequel il y avait tous les leaders de la révolution. Du FLN. Ouais. Et donc, c'est la France qui a inventé le détournement d'avion. Et d'ailleurs, dans les années 80, quand il y avait les Palestiniens qui faisaient plus ou moins la même chose, 70 plutôt, tout le monde rigolait et dit vous, les Français, vous n'avez rien à dire. C'est vous qui avez inventé ça. Et donc, les Palestiniens aujourd'hui ne font qu'imiter ce que vous avez créé. Voilà. Hussein est avec nous au standard 01 40 33 9000 parce que dans cette émission et sur cette radio, le peuple a la parole. Hussein, bonjour. Nous aussi, on est le peuple, cher Christophe. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand on est devant, quand on est devant le micro. Christophe, Tarek. Bonjour Hussein. Tarek, il y a Tarek et il y a Nadia. Aujourd'hui, c'est limite, le boss Tarek. C'est une histoire qui est très très gravissime. Et je vois que vous le prenez à la légère. Et vous savez que vous-même, vous pouvez être concerné. Hein. Moi, j'ai été. Alors, je vous rassure, j'ai été concerné par les services français
en 87 jusqu'en gros 95. Et c'était à l'époque le téléphone fixe. Non, mais tout le monde le sait. Et donc, on savait parce qu'à l'époque, le matériel était grossier. Et quand on entendait les clics-clacs quand ça s'enclenche et quand ça s'arrête. Donc, si vous voulez, moi, j'ai toujours dit, j'allais dire, on est dans des métiers sensibles. Mais comme nous ne détenons pas des secrets d'État comme le roi du Maroc ou comme le président Macron, qu'on soit écouté. À la limite, si, excusez-moi, mon épouse écoute peut-être la radio, si on n'a pas de maîtresse cachée, si on n'a pas d'enfant caché. Non, c'est pas votre cas. Hein. Voilà, donc. Tout va bien. Moi, personnellement. Voilà, donc. Moi, personnellement, là, récemment, sur les manifestations et tout le mouvement qu'on a eu contre le crack, les RG et la préfecture de police m'a clairement dit qu'ils me surveillaient, qu'ils regardaient ce que je faisais. Et ça ne me dérange pas parce que moi, j'ai rien à cacher. Donc, ils savent que t'es là aujourd'hui. Bah oui, et je les salue. Ils sont très gentils. Je les salue. Aujourd'hui, ils n'ont même plus besoin de le suivre. Ils écoutent la radio, ils ont tout ce qu'il faut. Oui, moi, j'ai rien à cacher, moi, au contraire. Hein. Houssen, bon, il dit que Houssen, il est en train de vous dire que vous prenez ça un peu à la légère. Non, on ne prend pas ça. J'allais dire, nous n'avons rien inventé. Ça a toujours existé. Aujourd'hui, ce qui est grave, c'est qu'on dit que le roi, pour faire simple, je vais faire primaire, que le roi du Maroc a écouté la conversation du président français. Donc celui qui dit ça met la preuve sur la table. Sinon, c'est grave, mais on n'a pas de preuve. Houssen. C'est pas une question de... Mais, M. Tarek, il y a plus de combien de journalistes qui ont sorti cette histoire-là. Oui. C'est pas un petit truc. Oui. Et on tue des gens, on tue surtout les journalistes. Oui. Et ça, c'est pas une question de la fille de Mitterrand ou je sais pas quoi. On tue les gens pour ça. Et c'est aussi grâce aux journalistes qu'on a sorti l'affaire Snowden qui était cachée par les services américains. Et d'ailleurs aujourd'hui, cher, comment il s'appelle le prénom ? Houssen. Cher Houssen. Aujourd'hui, pour se protéger, plus aucun journaliste ne fait une enquête tout seul. On se met à 20, à 30, et une dizaine de journaux différents, et parce qu'on sait que là, on va pas tuer 30 journalistes et on va pas tuer 30 journaux. Donc, si vous voulez, faut toujours garder la distance pour les faits. Aujourd'hui, vous avez l'avocat du Maroc, ou de l'État du Maroc, qui a déposé plainte hier contre Amnesty International et contre le groupe. Ben, ils vont se défendre, et nous, notre rôle ici à France Maghreb 2, c'est de parler de ce qui existe. Et j'allais dire qu'on pense que c'est vrai ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui est d'importance, c'est que nous parlions du problème qui existe, et que chacun de nous, vous, auditeurs, Tarak à ma droite, Nadia de l'autre côté, et Christophe Roux, puissent donner les avis contradictoires. Oui, mais moi, vous n'avez pas répondu à ma question, en fait. Laquelle? Bah, quelle est à qui la faute, finalement, de toute moi, cette histoire? c'est clair. Moi, si vous voulez. C'est le fabricant ou les utilisateurs? Pas pour moi. Merci Houssen, en tout cas. Je laisse Hossein répondre, mais pour moi, c'est l'inventeur des systèmes qui est le plus moralement responsable, parce que lui, il fait du fric. Ouais, Nadia. Moi, ce que je voulais dire, et d'après ce que je comprends, et ma compréhension justement de ce que disait Hussein, c'est que les répercussions de ces écoutes au niveau des journalistes et de leurs sources, c'est bien ça ce que vous dites. Oui. Et là, oui, effectivement, je pense qu'on peut être unanime à dire que oui, il peut y avoir des répercussions s'il y a eu, hypothétique, s'il y a eu des écoutes et si les sources ont été divulguées et donc en danger. Là, ce qui est grave, c'est le fait de risquer de mettre en danger la vie d'une personne. Oui. Surtout si les journalistes, surtout s'il est responsable politique, surtout s'il est écouté dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et que lui, il n'est pas bandit, il n'est pas mafieux et qu'il n'est pas là pour gagner de l'argent sur le dos d'autres. Et ça, c'est grave. Là, on peut rejoindre effectivement l'auditeur. Mais en aucun cas, je ne prends la chose à la légère, mais j'essaie de la mesurer, de comprendre le pourquoi du comment. Je pense, vous êtes tous d'accord autour de cette table que ça va faire pchit cette histoire, on n'en parlera plus dans quelques jours. Non, mais ça va faire pchit parce que politiquement, ça doit faire pchit. Et en plus, et on vous avez raison de le rappeler, c'est utilisé par beaucoup de pays, je veux dire, voilà. Personne ne peut se targuer d'être... Il y a pire que Pegasus. Oui, il y a pire que Pegasus, effectivement. Je peux vous dire un truc, moi j'ai été, en tant que journaliste, dans certains pays, dans des voyages avec les présidents de la République, avec des ministres. Vous arrivez dans certains pays, on vous demande votre téléphone, parce qu'officiellement, vous n'avez pas le droit de rentrer dans la salle de réunion, je sais pas quoi, avec votre téléphone. Et puis, on vous donne un petit bout de papier avec les numéros. Et vous rentrez, vous restez 1 heure à l'intérieur. Qu'est-ce que vous savez ce qu'on a fait de votre téléphone En Israël... ils ont fait mieux, ils brouillent. Maintenant, il y a des brouilleurs maintenant. Non, mais quand il y a les brouilleurs, ça va. Vous gardez votre téléphone dans votre poche. Ouais. Mais par exemple, quand vous passez dans beaucoup de pays et beaucoup de frontières, notamment Israël, vous mettez le téléphone. Vous ne traversez pas avec.
Vous savez pas ce qu'il y a sous la machine sur laquelle vous avez mis. Vous savez mis pas ce qu'ils vous ont mis dedans, quoi. Voilà. D'ailleurs, pour faire simple, vous savez, il y a un Palestinien qui a été assassiné avec ses histoires de téléphone. On l'appelait l'ingénieur Ayash ou un truc comme ça. Les Israéliens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu ce qu'il a comme téléphone. Ils ont pris le même, ils l'ont cloné et ils lui ont remis dans un restaurant, un truc comme ça. Donc le mec, il prend son téléphone, il voit tous les contacts et tout ça, et il a été piégé et tué par l'explosion de ce téléphone. Donc le téléphone, ça sert à hallucinant. Allez, dans un instant, le variant Delta va-t-il gâcher nos traités parce que ça monte en France. Et puis surtout, on va vous expliquer ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale cette nuit. C'est assez incroyable avec ce tour de vis de Olivier Véran à propos du pass sanitaire dans les hôpitaux. On l'écoutera d'ailleurs, Olivier Véran. Et il a fait un tour de vis parce qu'il a fait revoter quelque chose qui avait été rejeté hier soir à 5h du matin. Olivier Véran, finalement, c'est passé. Bon, il y a de très grandes chances pour que ça soit retoqué. Mais quand même, on comprend un petit peu le principe. Et puis sur l'histoire du contrat de travail, ou comme Tarek Mami, qui est patron d'une radio comme France Maghreb 2, par exemple, pourra dire à partir de septembre, le pass sanitaire devient obligatoire. Si vous ne fournissez pas votre pass sanitaire dans les 2 mois, je vous licencie. Moi, je suis tranquille, je suis vacciné. Maintenant, ceux qui ne sont pas vaccinés dans cette radio, méfiez-vous. À tout de suite. Le LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous avec vos appels en direct au 01 40 33 9000 évidemment pour prendre part à la discussion, puisqu'on va parler maintenant de ce variant Delta qui commence à empoisonner notre vie de tous les jours et pourquoi pas aussi nos vacances. Est-ce que ça va gâcher notre été, ce fameux variant Delta qui est devenu maintenant le variant majoritaire en France, et on le voit d'ailleurs dans le Var. On a remis le masque obligatoire dans les rues dans plus de 52 communes du Var, dont Marseille d'ailleurs. Je suis assez dégoûté, mais bon, c'est comme ça. Et je vous rappelle d'ailleurs que la semaine prochaine, France Maghreb 2 délocalise ses studios à Marseille en organisant tous les matins un petit déjeuner, les petits déjeuners France Maghreb 2 avec des invités que nous aurons tous les matins entre 10h et 11h, et le LGF qui va se balader dans Marseille pour aller à votre rencontre. C'est aussi ça le but de cette opération, c'est d'aller à votre rencontre, de vous remercier pour votre fidélité, vous l'avez encore prouvé lors des derniers sondages Médiamétrie, et pour souhaiter aussi un bel été à toutes celles et ceux qui vont arriver et affluer de partout pour aller direction Marseille. On l'a vu l'été dernier, il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas partir par exemple dans les pays respectifs. Eh bien, partez à Marseille en vacances parce que c'est une belle destination et parce qu'il fait bon vivre. Et puis finalement, quand on est à Marseille, on est un peu dans l'ambiance du bled, quoi. On va le dire, franchement. Bon, alors. On est un peu beaucoup, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Vous le savez que depuis que le président de la République, Emmanuel Macron, a parlé et a annoncé la généralisation de ce pass sanitaire, il a été adopté en Conseil des ministres et ensuite il est passé au Parlement, à l'Assemblée nationale. Donc ça a beaucoup discuté, ça a été très houleux, ces discussions autour de 2 amendements particuliers. Notamment le pass sanitaire, vous le savez, avait été annoncé comme nécessaire, obligatoire pour aller dans les milieux hospitaliers. Ce qui paraissait quand même assez hallucinant. C'est-à-dire que si t'es pas vacciné, ou si tu vas à l'hôpital pour te faire soigner, il faudra que tu donnes un test PCR ou que tu sois vacciné. Alors ça avait été rejeté en première lecture par l'ensemble des députés, qui n'étaient pas très nombreux d'ailleurs dans l'Assemblée. J'étais assez choqué de voir ça, mais bon. Et puis ce qu'a fait le ministre de la Santé, Olivier Véran, que je vous propose d'écouter vers 5h du matin, il est revenu à la charge. Écoutez. Il a été tout à l'heure, à l'occasion d'un vote, il a été supprimé le recours au pass sanitaire dès lors qu'il s'agissait d'établissements sanitaires ou médico-sociaux. Ce qui veut dire que si je devais résumer ce qui a été voté, il faut un pass sanitaire pour aller au resto, mais il ne faut pas de pass sanitaire pour aller à l'hosto. Ce qui est totalement contradictoire avec l'esprit même du pass sanitaire, qui consiste, je le dis le mot plusieurs fois au cours de l'examen du texte, à faire des établissements où les personnes âgées, ou les personnes fragiles, ou les personnes malades résident, des sanctuaires éloignés du Covid. Ça a été reproposé à 5h du matin. Ça a été voté et adopté. Alors moi, j'ai assisté en tant que journaliste parlementaire à plusieurs votes où la minorité du moment se débrouille pour que la dernière minute, elle appelle 3 ou 4 députés pour qu'ils rentrent, pour qu'ils votent contre. C'est un jeu. J'allais dire, c'est un jeu malsain. C'est-à-dire qu'ils disent, il faut un pass sanitaire pour rentrer dans les maisons de retraite dans lesquelles on va voir ses parents
on comprend. Mais quand il dit le mot sanitaire, ça veut dire l'hôpital. C'est-à-dire que quand quelqu'un est malade, il va où? Il va à l'hôpital. Il va pas montrer le pass sanitaire pour pouvoir rentrer, pour savoir s'il va se faire soigner ou pas. C'est Donc, comme aux États-Unis, si on veut se faire soigner, il faut montrer sa carte de mutuelle ou de. faut payer, voilà, c'est la carte bleue là-bas. On y arrive, hein, Exactement. on y arrive. Ça va faire Non, ça. mais c'est scandaleux Il y a ce des qui s'est votes passé là-dessus quand même. en France. Bien sûr, c'est scandaleux. C'est scandaleux ce qui s'est passé C'est cette scandaleux parce qu'il croit, Monsieur Véran, pour rester dans la République, il croit faire un jeu de mots. On montre le document au resto, on ne le montre pas à l'hosto. Mais on va au resto par plaisir, on peut être rejeté, c'est pas grave. Mais quand on va à l'hôpital, c'est pas nécessité. Vous pouvez pas, non mais vous pouvez pas, cher ami, comparer aller au resto par plaisir ou par envie et aller à l'hôpital parce que vous pouvez pas faire autrement. Imaginez là, vous voyagez, vous devez vous déplacer pour le travail ou tout simplement, voilà, vous êtes dans une situation précaire. Le seul endroit où est-ce que vous pouvez manger, c'est ce restaurant. Et ce restaurant, il va vous être interdit. Il va vous donner à livrer. À cause d'un pass sanitaire. Non, mais vous rentrez pas. Il va vous commander, il vous donne votre repas, vous allez manger, j'allais dire au jardin. C'est pas grave par rapport à l'hôpital. Imaginez, vous voyagez, et vous sentez pas bien, vous arrivez à un hôpital pour rentrer, on vous dit vous rentrez pas. J'espère qu'il pleut pas non plus pour le resto. Mais après, pour ce qui est de l'hosto, comme Monsieur Véran aime beaucoup faire des jeux de mots. Je crois que des fois ils confondent l'Assemblée nationale avec le théâtre. On a plus de 600 députés. Je me demande à quoi. 577. Bref, presque 700. Je me demande à quoi ils servent quand ils ne sont pas là et que des fois c'est même leurs assistants députés qui ne sont pas là. Et de toute façon, je veux dire, le jeu est biaisé. On sait que la plupart des députés sont en bloc. Voilà, ils sont du parti majoritaire du moment. Voilà, majoritaire du moment. Donc à partir de là, c'est biaisé. Les citoyens aussi doivent prendre leurs responsabilités. Ils ont laissé ces élus-là émerger. Et dans toute démocratie, que ce soit en France ou même en Tunisie, quand il y a une situation, le citoyen a sa responsabilité. Quand on vote blanc, on a sa responsabilité. Quand on ne vote pas, on a sa responsabilité. Quand on vote, on a sa responsabilité. Et aujourd'hui, on est en train de nous imposer des restrictions, mais incroyables, mais sans précédent, alors qu'on n'est même pas capable de garantir notre sécurité. Les restaurants, les pauvres restaurants, ou même les hôpitaux, n'ont pas de sécurité. Vous allez à la Riboisière, c'est le chaos. C'est l'ultra-violence. Les restaurants, que ce soit ici du 20e, du 18e, du 19e, tout ça, quand ils appellent la police, ils viennent pas. Et en plus, vous croyez que la police qui est débordée ici sur Paris, que je salue, parce qu'ils ont vraiment, beaucoup de gens les descendent, mais moi j'ai un frère qui est officier gendarme, je vous jure que c'est des gens qui souffrent, qui sont en première ligne et qui souffrent des fois même plus que nous. C'est des gens, qu'on va mettre en première ligne, à qui on va rajouter encore plus de responsabilités, mais c'est incroyable, le non-sens de ce gouvernement. Et qui ne sont pas vaccinés, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Pour certains d'entre eux. Ouais, non, ils n'ont pas d'obligation. Tarak, ils n'ont pas d'obligation. On a bien compris. Ça, c'est Darmanin qui a voulu tenir justement que le fait qu'on ne puisse pas les obliger parce qu'ils ont besoin d'eux. On sait qu'il y a des grosses manifestations, ils ont besoin d'un maintien de l'ordre. Voilà. Oui, et il ne faut pas les froisser, messieurs les policiers. Oui, mais pourquoi, si les policiers sont aussi importants, parce que c'est quand même un corps d'État important pour nous sécuriser, au même titre que les infirmières, les médecins, etc., on sécurise et on oblige les médecins, les infirmiers à se faire vacciner, mais la police, le gendarme qui est là pour nous défendre n'est pas vacciné. C'est pas cohérent. Non, mais le côté ridicule de M. Véran, c'est pas cohérent. C'est que l'année dernière, on a applaudi spontanément et après sur commande tous ces médecins qui sauvent les personnes de la mort. Ouais. Et aujourd'hui, ils deviennent les ennemis de la République. Alors, fallait pas les applaudir l'année dernière. Il fallait leur dire de rester. On les obligeait à aller travailler même s'ils étaient malades. Tout à fait. On est vraiment conditionné à avoir une conscience de poule. Et je veux dire, j'ai l'impression que le chef du poulailler, c'est ce gouvernement. Et au-dessus de ce gouvernement, il y a les lobbies pharmaceutiques qui veulent imposer des choses et sur lesquelles nous, on doit fermer notre gueule sans poser de questions. Là, je vais encore répéter ce que j'ai dit plusieurs fois dans d'autres médias. La contrainte sanitaire, on la met sur toute personne qui vit en France, carte de séjour, sans papier ou avec nationalité. Mais en aucun cas, des personnes qui sont en délit et qui consomment des substances illicites, on ne leur fixe pas des contraintes sanitaires. Bien au contraire,
on les laisse en toute liberté. Ces restrictions sanitaires ont semé le chaos à travers la France et plusieurs pays d'Europe. Jusqu'à quand on va continuer? Les pays, les restaurants, pour beaucoup d'entre eux, sont ruinés. Ils essaient de redécoller comme ils peuvent. Les hôtels sont en manque de réservation. Le tourisme ne marche pas. 40% des hôtels de Paris sont fermés par manque de réservation. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui va se passer? Il manquerait plus qu'une association. Les restaurateurs, ils ont bénéficié des aides de l'État, Tarek. Mais c'est rien comparé au vrai travail. C'est rien comparé au vrai travail. Oui, bon. D'accord. Nadia. Et puis certains quand même exagèrent depuis la reprise. Je peux vous dire que j'ai été l'autre jour professionnellement pour voir Vous savez combien ils vendent la bouteille d'eau? Combien? 8 €. Oh, vous avez été où, à Nice? Paris. À Paris? Ah ouais. 8 € la bouteille d'eau gazeuse au Péri. 8 €. J'ai connu ça au Carlton à Cannes. C'est plus cher que le repas. Ouais. Je crois que c'était au Phuket, ça. Alors, monsieur Mamie, vous allez dans de bons endroits, dis donc. La prochaine fois, j'irai directement au Phuket. Faut m'inviter, hein. Ouais, c'est ça. Non, mais... Christophe, il va dire amenez-le comme garde-corps, mais moi, j'emmène pas les garde-corps. Non, c'est moi le garde du corps, c'est moi. Là, oui, là, je suis le garde du corps. Là. Ouais, ah ouais, quand ça t'arrange. Alors, il y a un autre amendement, mais moi, je trouve ça choquant parce que quand on va à l'hôpital, on peut saluer notre avocate de cœur sur France Maître Maghrebi, oui, qui sont à l'origine, il y a 100 avocats qui sont à l'origine d'une tribune qu'ils ont signée. Et qui a été publié par hier Mediapart. Dans Mediapart, et que je vous conseille, de lire et éventuellement, si vous êtes d'accord, de signer, parce que le titre, il est superbe. C'est « Nous ne sommes ni pour l'obligation de vaccin, ni contre. Nous sommes pour la liberté ». Mais c'est justement le mot qu'il manque. Et je m'insurge parce que je suis vaccinée, on en a déjà parlé avec Christophe la dernière fois, mais je suis pour que, et je ne suis pas la seule évidemment, pour que les gens soient libres. Et aujourd'hui... Vous auriez été là hier, vous seriez régalé, parce qu'on avait 2 pro-vaccins obligatoires, Pierre-Henri et Karim Alouache, qui eux sont totalement pour l'obligation, ils veulent obliger tout le monde, le pass sanitaire c'est très bien. J'avais dit à l'un d'eux, à titre amical, je n'aurais pas préféré vous rencontrer en 39-45, parce que quand on rentre dans ces obligations, je ne sais pas où est-ce que ça termine. C'est l'argument qu'on peut entendre de la part de quelques pro-vaccins qui nous disent on n'a pas envie de vous délivrer un permis de tuer. C'est-à-dire que si tu ne te fais pas vacciner, ça veut dire que tu vas contaminer quelqu'un potentiellement, que tu risques de te faire contaminer et que tu risques de mourir. Puisque la règle scientifique, si j'ai bien compris, c'est quand on est vacciné, on peut être contaminé, mais avec une petite contamination, on ne risque pas d'en mourir, comme si on n'était pas vacciné. Mini-contaminé, voilà. Donc, s'il est vacciné, même si on le contamine, lui, il risque pas grand-chose. C'est nous qui risquons quelque chose. On ne va pas inverser la règle du jeu, quoi. Il y a un autre amendement qui est, pour moi, assez choquant. C'est la possibilité aux employeurs de pouvoir licencier quelqu'un qui n'aurait pas envie de se vacciner et qui ne présenterait pas pour aller au travail le pass sanitaire 2 mois. Mais c'est bien, continuons à faire exploser la précarité. C'est un vernis. C'est incroyable, L'employeur qui voudra licencier quelqu'un, ce sera juste une excuse supplémentaire. On continue à faire exploser la précarité. Elle peut être utilisée comme excuse principale. Ouais, c'est ça. Alors qu'elle cache, alors que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est ça. Pour une autre raison. Est-ce que la France va finir au PIB de la Roumanie? C'est incroyable. On veut augmenter les chômeurs et on veut augmenter la pauvreté. Alors qu'on a un gros problème de chômage. Monsieur Macron, êtes-vous le président du progrès ou êtes-vous le président de la pauvreté? Parce que à ce train-là, franchement, la seule chose qui va se passer, c'est que la France, ça va devenir le Hauts-de-France. Et là, Xavier Bertrand, il pourra être élu parce qu'il a déjà l'expérience. Vu la région qu'il dirige. Mais c'est incroyable, sérieusement. On sait qu'il vient d'Amiens. Amiens, c'est une ville pauvre. Mais au bout d'un moment, je veux dire, voilà, si vous voulez nous conditionner à être tous des chômeurs, allez-y. Et je profite pour saluer les auditeurs de France Maghreb 2 à Amiens. On les salue tous. On les salue tous à Amiens Sud, Amiens Nord, partout. On vous kiffe. Ouais. Alors, Tarek, est-ce que vous n'avez pas peur? Moi, je crains une espèce de scission dans cette société. On le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, entre ceux qui sont vaccinés, d'accord, et ceux qui sont vaccinés et qui disent voilà, il faut à tout prix forcer tout le monde. C'est limite juste histoire de se rassurer. Vous voyez, on a fait le geste, maintenant faites-le, quoi. Et ceux qui ne veulent pas, pour diverses raisons, et encore une fois, on est dans un pays de droit, on respecte la liberté. Moi, je suis vacciné et je me battrai pour que tous celles et ceux qui ne veulent pas le faire puissent ne pas le faire. Imaginez les dîners de famille. Ouais, ça va être super tendu. Est-ce que vous avez en mémoire la chanson de Malik? C'est pas moi, c'est l'autre. Ouais. On est dedans. Ouais. C'est pas moi, c'est l'autre. Non, mais c'est ça, cette société qu'on a envie de construire. Mais on y arrive. Moi, par exemple, si je vous parlais, par exemple, que dans le catch,
Ouais. Il y a des catcheurs Il est très professeur de catch, importants, je rappelle. catcheurs très importants de la WWE. Genre, au milieu d'un match, vous voyez un spot publicitaire qui dit « Va te vacciner, c'est très important pour que tu puisses revenir dans le stade. » c'est du grand foutage de gueule. Ça veut dire que tu veux te divertir, il faut que tu te vaccines, mais ça veut dire qu'à aucun moment, tu as le droit de te poser des questions, te dire « Est-ce que c'est viable, ce n'est pas viable ?» Il y a eu plusieurs problèmes sur plusieurs vaccins. À l'intérieur de la salle du spectacle? À l'intérieur de la salle de spectacle, en télé. C'est stupide, puisque ne sont présents à l'intérieur que ceux qui vont avoir le pass. Mais bien sûr, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'indirectement, on est en train de faire de la publicité pour des enseignes privées qui produisent et qui ont des facilités de marché grâce aux États du monde entier. Et je veux dire, ces gens-là s'enrichissent sur le dos du divertissement, sur le dos de la communication d'État, mais à aucun moment, je veux dire, nous, notre intérêt n'est prévalu. À aucun moment. Je veux dire, à aucun moment. Et on continue comme ça depuis le début de ces restrictions sanitaires qui sont complètement illogiques. Oui, mais Tarak, Nadia. Moi, ce que j'entends depuis quelques semaines, c'est surtout faites-vous vacciner pour pouvoir avoir une vie sociale. Ce n'est plus faites-vous vacciner parce qu'il y a un danger sanitaire. Exactement, là, ça on est d'accord. Là, c'est troublant. Tout à fait. Ouais, Là, c'est troublant. C'est troublant, c'est-à-dire qu'on est en train effectivement Alors les mauvaises langues disent en fait que la France a aujourd'hui un stock de vaccins qui a été payé et qu'il faut l'écouler. Voilà, bien sûr. Et donc il faut trouver, parce que j'allais dire, je sais pas s'ils l'ont acheté à crédit ou à consommation, s'ils ont acheté 100 millions sur le tarmac. Non, voilà, au cas sur le tarmac comme les Américains en Chine. Pour les masques, vous vous rappelez. Ça oui, s'ils ont acheté petit as H1N1. oui, et s'ils ont acheté, non, H1N1, c'était très bien. C'était très bien. Et même quand il y avait Madame Bachelot qui a acheté, c'était très bien parce qu'elle a fait un choix. Elle a acheté, elle a dit pour se protéger. Après, elle l'a pas utilisé, on perd de l'argent, mais c'est un choix politique. Mais apparemment aujourd'hui, ne sont payés que s'ils sont consommés. C'est ça la différence. Donc s'ils les payent et qu'on les utilise pas, j'allais dire, on en a perdu. Oui, avec Madame Bachelot, c'était différent. Oui, mais j'ai cru entendre, si mes sources sont bonnes, que ces doses allaient être transférées en Afrique. Non, mais ça, c'est autre chose. Aussi. Mais j'allais dire, d'abord, si on les transfère en Afrique, cela veut dire qu'ils ne sont pas bons pour la France. Et pour les Français. Ils ne sont pas bons pour les Français, pourquoi on les envoie à d'autres peuples? Je suis d'accord. C'est tout. Et moi, la question qui m'a toujours taraudé, depuis le début de la Covid, c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui, en un an, on ait pu produire ce vaccin, qui serait miraculeux entre guillemets, qu'alors qu'on n'a pas, au bout de 30 ans, trouvé le vaccin pour le sida. Oui, c'est vrai, c'est la question. Soi-disant, il y a quelque chose d'efficace. Non, ça s'appelle la tritiparatie. On prend 3 comprimés tous les jours. Non, ils ont annoncé que des personnes ont guéri totalement du sida. Ouais, mais en tout cas, on n'a pas entendu parler entre vous et moi. Ça fait plus de 20 ans, c'est dans les années 80 le sida. Oui, c'est ça, mais c'est pour ça que je dis 30 ans. Ça fait 40 ans maintenant. Voilà. Et je n'ai jamais entendu une campagne de dire on a découvert le vaccin anti-sida. Pourtant, on a sollicité les Français pour justement aider la recherche. C'est une question de pression mondiale. Ouais, c'était une pression mondiale. C'est vrai qu'elle a raison, Nadia. Le monde s'est arrêté quand même. Le Covid est arrivé sur la planète. Le monde s'est arrêté. Parce que nous vivons aujourd'hui dans ce que McLaren appelait en 1960 le village mondial. Et il dit, viendra, il l'avait prévu, en 60. Bien sûr, il dit, viendra un moment où vous êtes plus au courant de ce qui se passe de l'autre côté de la planète que de ce qui se passe dans votre quartier à 3 numéros de là où vous habitez. Et donc ça, c'est McLaren. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette société-là. Et dans cette société, on est au courant de tout, sauf qu'on est au courant de rien. Et on ne sait pas que le voisin à côté, et en France, ça arrive encore, est mort depuis 15 jours, 3 semaines, 6 mois. Et c'est l'odeur qui fait que le pompier arrive. C'est dramatique. J'ai pas de mots en fait. En tout cas, ce qui s'est passé, le pass sanitaire à l'hôpital, est-ce que vous pensez que ça va passer, Tarak? Moi, je pense pas que ça passe au Conseil constitutionnel parce que le droit constitutionnel et l'article 1er de la Constitution veut que tous les citoyens aient les mêmes droits, les mêmes devoirs, donc l'égalité. Et là, ça rend avec l'égalité. Et je dirais même, pour faire, j'allais dire, de la provocation réfléchie, aujourd'hui, on avait liberté, égalité, fraternité. La liberté, on est en train de la perdre. L'égalité, comme dit Coluche, on est tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que les autres. La fraternité, les minorités françaises, on sache quelque chose. Et là, il y a 2 bonnes nouvelles, Christophe, que je viens de me rappeler. La première, c'est qu'il y a eu plusieurs associations qui ont saisi hier, je ne sais pas si c'est le Conseil d'État ou un autre tribunal,
pour le contrôle à faciès. Ouais. C'est une dizaine de grosses associations. Et donc, ils ne demandent pas le fait de dire tel policier a frappé telle personne. Ils disent sur le principe de l'utilisation de la discrimination. Et ça, c'est un problème de droit. Ça, c'est la première. Et la deuxième, actuellement, au Conseil d'État, il y a 3 avocats qui sont sur la procédure passe sanitaire, justement, dans ce principe par rapport à l'égalité. Et on aura le résultat tout à l'heure à 19h. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, en tout cas, est-ce que ce variant Delta, vous, à titre personnel, vous a gâché vos vacances? Moi, j'attends les Delta tunisiens avec la harissa. Et puis, on leur dit quand vous avez ça, vous mangez 3 bols d'harissa et le problème est réglé. Voilà, vous mangez. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est les pois chiches. Voilà, c'est les pois chiches avec beaucoup d'harissa. Et puis, en Tunisie, ça s'appelle la blabi et le problème est réglé. Alors, je me raconte, des fois, il faut être, comme disait tout à l'heure l'auditeur, des fois, pour être sérieux, il faut raconter les pas sérieux. Quand il y a eu comment on appelle ça, la maladie des vaches, la vache folle, on a fait une grosse émission avec donc plusieurs ingénieurs et des représentants du ministère de l'Agriculture, donc responsables des autorisations d'abattage. Et un auditeur, il appelle à la fin de l'émission, et il a dit, de toute façon, monsieur, je peux vous dire quelque chose? Un auditeur, hein. Il dit oui. Il dit, de toute façon, nous, les musulmans, on risque pas grand-chose parce que toutes les bêtes, on les égorge, donc on leur coupe la tête, machin. Et l'autre, il part dans un fou rire, et lui dit, celle-là, je la rencontrerai demain au ministre pour lui dire, il suffit de couper pour que, en fait, la maladie, elle va dans toute la colonne vertébrale. Si vous coupez la tête, le reste s'arrête. Donc nous, on a toujours une solution qui règle le problème. Nadia. Oui, non, mais moi, je suis assez... pour parler d'humour également, je m'attendais à ce que là, pour l'Aïd, il y ait des petites photos avec une petite piqûre Covid, quelque chose comme ça, pour rappeler que cette année, ça a été une année particulière. Et on n'a pas vu de petites photos avec masque et Covid. Il y a une vidéo un peu rigolote avec un vendeur de moutons qui regardait les moutons, ouvrait une porte, fermait une porte, et il dit, ceux qui sont sains, je les vois, ils sont sains, je les laisse passer tout droit pour être égorgés. Les autres, j'ai un doute, j'ouvre la deuxième porte. Et la vidéo, elle fait 2 minutes, mais c'est quelque chose de rigolo extraordinaire. Il dit, moi, j'ai réglé le problème de Covid pour mes moutons. Bon, ils vous ont écouté, les auditeurs, depuis tout à l'heure, discuter, débattre ensemble, Tarek et Nadia. Ils vont pouvoir intervenir dans le cadre de Libertad dans un instant. 01 40 33 9000. On prend vos appels sans filtrage. On ne sait pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. Vous allez pouvoir le faire en tout cas en toute liberté, en respectant les règles d'usage, bien entendu. Courtoisie. Oui, courtoisie, respect, pas de diffamation, pas d'appel à la haine, etc., etc. Ceci étant dit, évidemment, nos auditeurs sont très bien éduqués, il n'y a pas de souci. Pour le coup, donc vous allez pouvoir nous appeler dans un instant, coup de gueule, coup de cœur, ou parler de tout à fait autre chose, peut-être nous dire où vous partez en vacances, ou vous êtes peut-être déjà en vacances, nous dire comment ça se passe. Tiens, juste un chiffre quand même, le premier jour du pass sanitaire qui est entré en vigueur mercredi, à Caux Boulevard, pour le musée du Louvre, c'est moins 40% de visites. Voilà, 40% de visites. Je serais pas étonné, moi, que quelques entreprises demandent des compensations à l'État d'ici quelques temps. On est en train de tuer l'économie. C'est fou. En Tunisie, c'est hier 50% des chiffres d'affaires des tourismes qui n'est pas réalisé déjà, et 42% de voyageurs en moins. Oui, parce que là, on rappelle que la Tunisie est placée sous pays rouge. Non, mais depuis 15 jours. Ouais. Mais moi, je vous parle de toute l'année, de 6 mois, quoi. Ouais, effectivement, quand on voit les pays rouges. Alors, on m'a dit qu'apparemment, il y avait un aérogare exprès en France, à Roissy, qui accueille les avions en provenance de pays justement classés rouges. Et que les contrôles sont ultra renforcés. Alors c'est ce qu'on m'a dit. À voir, évidemment. C'est notre ami Nasser Lajili qui est revenu de Tunisie hier. Quand vous n'êtes pas vacciné, que vous revenez de Tunisie, c'est quarantaine obligatoire, les amis. Sachez-le. Voilà. Bon, et puis test antigénique aussi à l'aéroport. On y va dans un instant. C'est Libertad, à tout de suite. Le LGF, les amis, sur France Maghreb 2 avec Nadia Cherif, avec Tarek Sassi et Tarek Pabi. En fait, Tarek, c'est Tarek. On va être clair, non? Ah non, c'est Tarek comme Irak, et là c'est Tarek comme Star Trek. Oui, mais c'est la même chose. En tunisien, comment vous dites Tarek? Tarek. Oui, alors. Eh ben, Tarek, on dit Tarek. il est où? Tarek. Ana Baba Ktab. T-A-R-A-K. Voilà. T-A-R-A-K. Dans le tact. Mais en arabe, on doit t'appeler, non pas Tarek, donc Tarek, mais Tarek.
Oui, mais احنا بنكون سيبوا طارق dans ce cas, est-ce que c'est le chemin Tariq? Moi, j'ai cru que Alors, c'était non, le chemin non, non, Tariq. alors, pour faire simple, il reste 2 minutes. Tous les prénoms arabes doivent être composés et partir d'un verbe composé de 3 lettres. C'est-à-dire, Nadia, il y a Nada. Nada, c'est appeler. Taraq, il y a Taraqa, c'est-à-dire frayer un chemin ou frapper à la porte. Donc, et tous les prénoms arabes qu'on ne peut pas réduire à 3 lettres pour un verbe, c'est du Louisa. Bon, c'est pas arabe. C'est arabisé, c'est ce que... Donc, vous avez la règle, c'est il faut que chaque nom, prénom, vous prenez n'importe quel... Abdelrahman, vous avez Rahama. Même Christophe, c'est arabisé. Christophe. Christophe, je vais lui dire. Christophe. Aïcha, c'est A, Alif, Cha, Aïcha. Donc, il faut toujours que ça revienne à un verbe de 3 lettres. C'est ça. Voilà. Bon, bah, après qu'on a fait ce petit cours de linguistique, si vous voulez nous appeler, c'est le moment en Libertad 01 40 33 9000, les amis. Coup de gueule, coup de cœur, réaction à l'émission. Bref, n'hésitez pas. C'est vraiment de parler, c'est maintenant. Prenez votre téléphone, quel que soit l'endroit où vous vous appelez. 01 40 33 9000. On rappelle, la semaine prochaine, cher Tarek, France Maghreb 2, délocalise ses studios. On sera à Marseille, dans la cité phocéenne. Et vous nous ferez 3 directs. Oui. Un premier direct le matin de 10h à midi. Voilà. Un deuxième direct en gros entre 11h et 15h sur les plages. Et un troisième direct donc LGF délocalisé. Allô, France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, votre prénom c'est Samir ça. Samir, exactement, tu m'as reconnu à la voix. Comment ça va mon Samir? Eh ben rapidement, déjà saluer Tarek Mami que j'apprécie beaucoup, vraiment c'est un homme très appréciable. Toi aussi Christophe. Alors moi juste dire demain à la manif le 24 au Trocadéro. Voilà, il faut y aller. Moi j'irai, on sera plusieurs à y aller. Et ça faut pas penser que ça nous concerne pas. Parce que là pour l'instant on se dit tiens il parle pas d'islam, on a un peu de tranquillité, il parle du pass sanitaire. Non, si ces mesures liberticides sont appliquées, on sera les premiers concernés. Je veux dire, pour tout ce qui est question de terrorisme et de suspicion on sera les premiers. On a l'habitude. Et c'est vrai que pour beaucoup de Français, ça leur fait, finalement, ils savent la pression, je veux dire, ils endurent aujourd'hui une pression que nous, on connaît depuis des années, mais il faut y aller. Il faut se dire que il y a quelque chose de quelle heure? D'abominable qui se joue. Alors, l'heure, c'est 13h, à partir de 13h30, au Trocadéro. Mais c'est la manif de demain samedi. Moi, j'ai envie de voir toutes les couleurs, tous les horizons, toutes les catégories socio-professionnelles. Là, c'est vraiment, on est en train de changer de paradigme et il faut se dire que ce qu'on vit là actuellement est d'une extrême urgence. Et j'ai envie de dire, les Français, ils se sont levés, les Gilets jaunes par exemple, ils se sont levés pour des questions sociales. Vous savez, ils ont démenti un petit peu des mots qui nous disaient oui, il y aura des affrontements, il y aura une guerre civile. Non, les Gilets jaunes se sont levés pour la question sociale. Aujourd'hui, les gens se lèvent pour la question de droit, de liberté, et ils se lèvent pas pour taper contre du musulman. Non. À l'époque, on se levait pour Danone. Les gens se lèvent pour leur dignité. Donc j'ai envie de dire, soyez là demain au Trocadéro. Ça marche. Merci beaucoup, monsieur le Gilet jaune Samir. Merci. À bientôt. Au revoir. Salut. Donc 13h30 au Trocadéro, les amis, pour les anti-passes sanitaires. Et j'ai vu d'ailleurs que dans ces manifestations, il y avait aussi beaucoup de vaccinés qui, comme moi d'ailleurs, ne sont pas d'accord avec le fait d'imposer la vaccination, parce que c'est ni plus ni moins que de la vaccination obligatoire. France Maghreb 2, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, monsieur? Jean. Jean, qu'est-ce qui se passe? Il appelle d'où? J'appelle de Paris. Qu'est-ce qui se passe, mon Jean? Bah, franchement, je comprends pas ces histoires coronavirus et tout. J'ai pas compris l'histoire. Ah, vous avez pas compris? Bah, il faut juste remonter 1 an et demi en arrière et vous allez tout comprendre. Séance de rattrapage, mon Jean. C'est Bon l'histoire courage. d'un pangolin. C'est ça. Merci, Jean. Bonne soirée à tous. Bon week-end. Rendez-vous la semaine prochaine à Marseille. Merci beaucoup, Nadia. Merci, Tarek. Et merci, Tarek. Je sais pas si on a réussi à faire la différence. En tout cas, voilà. Dans un instant. Juste Tarak comme Irak, Tarek comme Star Trek. D'accord, Voilà. merci beaucoup pour la comparaison. Dans un instant, Samir Absnem pour l'émission Parlez Snap. Bonne soirée à tous, restez bien branchés. France Maghreb 2, comme vous l'avez si bien fait d'ailleurs depuis plusieurs années et que vous continuez de le faire de plus en plus. Salut à tous, 18h, le journal des RFI. Ciao à tous et bon week-end. À lundi à Marseille. Ciao.